Elle l'a dit avec un sourire. Ce petit sourire moqueur est suffisant qui ne lui ressemblait même plus. Au moins, le nouveau mari de maman n'est pas un pauvre perdant comme toi. Le tintement des couverts se figea en madar. Sa voix, trop forte et trop polie, trancha le silence de ma cuisine comme un couteau dentelé. Mon ex-femme était assise au bout de la table, faisant tournoyer son vin avec une satisfaction béate, comme si elle n'avait pas fini de débiter ces mêmes mots à notre fille quelques jours plus tôt. Je n'ai pas répondu. J'ai mâché ma nourriture lentement, avalé avec difficulté, puis j'ai pris mon eau comme si je venais d'être éventré devant les deux seules personnes que j'appelais autrefois ma famille. C'est là que le vrai silence a commencé, pas celui qui planait gêné dans la pièce. Il passerait. Celui-ci était plus profond. Il a commencé en moi. Il fut un temps où Sarah courait droit dans mes bras après le cours de danse classique. Ses petits pieds étaient couverts d'ampoules à cause du sol du studio, ses joues étaient rouges et radieuses, son souffle était plein de possibilités. « Tu es mon héros, papa », murmurait-elle. Et je l'ai cru. Même après le divorce, je suis resté proche d'elle. J'ai tout payé. Ses frais de scolarité, sa voiture, ce programme d'été à Paris. Elle s'en vantait auprès de ses amis. Tout cela était dû à mes sacrifices discrets, mes vacances manquées, mes longues journées de travail, mes besoins ignorés. Je ne me suis pas plainte. Pas une seule fois. Pas même quand Laura m'a quitté pour un homme au sourire vidé à la carte de crédit pleine. Pas quand elle a lentement et méticuleusement empoisonné Sarah avec des histoires sur mon amertume, mes défauts, mes échecs. J'ai assisté à la transformation en temps réel. Un commentaire à la fois. Je l'ai perdu. Mais je me suis accroché à l'espoir. Qu'un jour elle le verrait clair. Et puis ce dîner est arrivé. Ce soir-là, l'espoir s'est éteint. Non pas dans les cris ou les portes claquées, mais dans l'indifférence, dans le silence. La trahison n'était pas théâtrale. Elle était subtile. Elle transparaissait dans la façon dont Sarah a cessé de me serrer dans ses bras, dans la façon dont elle a levé les yeux au ciel quand je lui ai demandé comment se passaient les cours. Dans la façon dont elle a commencé à appeler nonchalamment le nouveau-né de sa mère. Mon mari, mon père, juste devant moi. Mais ce n'est que lorsque j'ai vu le reçu de frais de scolarité, payé non pas par moi, mais par lui, que le couteau s'est profondément enfoncé. Elle m'avait retiré du portail financier. Il m'avait bloqué, mais pas mon argent. C'est là que tout a basculé. C'est là que j'ai cessé d'espérer, d'attendre d'être reconnu. Ils avaient pris mon silence pour une capitulation. Laura avait toujours pensé que j'étais trop passif, trop poli, trop doux pour remettre en question une vie qu'elle avait reconstruite à mes frais. Elle avait oublié que c'était moi qui finançais cette vie. Elle avait oublié que je savais comment elle était construite et comment la démanteler. Alors, j'ai commencé. J'ai d'abord appelé la banque et gelé le fonds d'études. Il avait été ouvert à mon nom. Légalement, il m'appartenait. Laura n'avait jamais lu les petits caractères, supposant simplement, comme toujours, que je continuais à payer discrètement pour préserver la paix. Ensuite, j'ai appelé le concessionnaire. La voiture de Sarah était louée sur mon compte professionnel. J'ai résilié le contrat et je l'ai fait remorquer sur le parking de son école à l'aube. Puis je me suis tourné vers son compte universitaire. J'ai supprimé mes identifiants, fermé mes forfaits repas, mes frais de résidence, mes allocations pour les livres. J'ai fait rediriger tous mes correspondants vers ma messagerie privée. Sarah ne pourrait pas s'inscrire au cours d'automne. Pas avant que le solde soit réglé, et j'ai attendu. La panique m'a frappé à 18h43 précise. Laura a appelé la première. Sa voix tremblait, essayant de paraître en colère malgré la peur. « Que as-tu fait ?» Sarah m'a appelé en pleurant. Elle est bloquée. Sa voiture ne fonctionne plus. Elle est partie. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai marqué une pause, pris une inspiration, puis répondu calmement. Ça n'arrive que quand on en a assez. J'ai arrêté de sponsoriser le manque de respect. Tu ne peux pas, juste moi. Je l'ai fait. Et je recommencerai si tu continues à insister. Son silence était exquis. Tu punis ta fille. Non, je lui apprends que les actes ont des conséquences, comme les tiens. Elle a raccroché. J'ai souri pour la première fois depuis des mois. 2 jours plus tard, Sarah est revenue, pas pour un sou. Visite, mais pour supplier. Elle se tenait sur mon porche, les yeux gonflés, les ongles rongés et rien. Vêtue de vêtements que je ne reconnaissais pas,
probablement empruntée. La version soignée et haut de gamme d'elle que j'avais connue avait disparu. Pour la première fois depuis des années, elle paraissait petite. Réelle. J'ai besoin d'aide, murmura-t-elle. Je ne dis rien. Puis elle s'effondra. Des larmes coulèrent sur son visage. Je suis désolé. Je ne le pensais pas. C'était juste une blague. Maman m'a dit qu'elle m'avait dit que tu t'en ficherais. Je la regardais. Astérisque avait vraiment l'air d'Astérisque. Pas la fille qui avait laissé tomber mon amour pour l'approbation des autres. Pas l'adolescente qui avait traité mes sacrifices comme de la monnaie de poche. J'ai revu la petite fille que j'avais bordée le soir et qui pleurait après sa première pièce de théâtre à l'école, terrifiée que je ne sois pas fier. Je n'ai jamais voulu que tu m'aimes pour de l'argent, dis-je doucement. Mais je ne te laisserai pas me détester et continuer à me prendre. Je ne te déteste pas, s'écria-t-elle. J'étais stupide. Je pensais qu'elle je voulais juste m'intégrer. Je ne pensais pas ce que j'ai dit au dîner. Si, tu le pensais. J'ai répondu. Et ce n'est pas grave. Maintenant, tu vas apprendre ce que ça coûte. Je ne lui ai pas donné les clés. Je n'ai pas fait de chèque. Je lui ai donné quelque chose de plus précieux. Une étoile de responsabilité. Elle a trouvé un emploi à temps partiel. Elle a emménagé chez une amie. Pour la première fois de sa vie, elle a appris le vrai prix de la cruauté, du sentiment d'avoir droit à quelque chose. Laura n'arrêtait pas d'appeler, de laisser des messages vocaux. Certains étaient furieux, d'autres suppliants. Je n'ai jamais répondu, mais j'ai écouté chaque mot. Tu lui gâches la vie. Non, je la sauvais de la tienne. Les mois ont passé. Les messages de Sarah sont devenus plus courts, plus bas. Elle a arrêté de demander de l'argent et a commencé à envoyer des nouvelles. Une photo d'elle avec ses collègues. Un manuel scolaire qu'elle avait acheté d'occasion. Un simple merci d'avoir été dur avec elle quand elle en avait besoin. Elle apprenait. Et Laura, elle, a arrêté d'appeler quand l'entreprise de son mari a implosé. Il s'est avéré qu'elle était bâtie sur des prêts et des mensonges. Son Instagram s'est tu. Plus de selfies sur un yacht. Plus de publications de couples puissants sur scène. Je n'ai jamais levé le petit doigt. Je me suis simplement éloigné et j'ai laissé la gravité faire le reste. Les gens pensent que la vengeance est bruyante et explosive. Mais la plus satisfaisante est silencieuse, précise. Elle ne détruit pas, elle révèle. Et quand la poussière retombe, ceux qui vous ont trahi voient enfin ce que vous étiez depuis le début. Pas faible, juste patient. Et maintenant, vous en avez fini avec l'attente.